Face à l'accélération de la propagation du virus, j'ai à nouveau consulté aujourd'hui, en lien permanent avec le président de la République et avec le ministre des Solidarités et de la Santé, le conseil scientifique installé auprès du gouvernement pour nous accompagner au quotidien dans cette crise sanitaire. Personne n'aurait imaginé qu'une mineure puisse mourir du Covid-19. Transporter les malades qui peuvent supporter le voyage. Mais certains doivent continuer de travailler. Les Français ne restent pas les bras croisés. Les soignants réclament du matériel pour mieux se protéger. L'habitude de ce rendez-vous quotidien, donc à 20h, pour soutenir tout le personnel soignant qui compte pas ses heures en ce moment. Là, ça va? Voilà. Alors, je vais m'asseoir alors que je devrais rester debout. Pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux et que beaucoup de gens, étant donné, comme on dit pudiquement, les circonstances, nous suivent en visioconférence et par tous les moyens modernes dont nous sommes finalement devenus depuis quelque temps extrêmement familiers. Donc, je voudrais vous dire à quel point toute l'équipe du Festival des Nouvelles Explorations est heureuse de vous retrouver. Merci à l'équipe, merci à Monsieur le maire de Royan, à Monsieur le président du Conseil général, à Monsieur le président du Conseil régional, à tous ceux qui nous aident et qui nous soutiennent, d'avoir permis que, malgré tout, ce festival se passe. Et se passe avec la thématique qu'on a choisie, non pas avec immodestie, soigner le monde, mais au contraire avec humilité, c'est-à-dire essayer de vous présenter avec des personnalités d'exception, en fait, dans tous les milieux littéraires, scientifiques, techniques, de la santé, de la médecine, des savants. Comment, finalement, on s'était aperçu cette année que soigner le monde, c'était une vraie exploration. On m'a dit à un moment donné, mais est-ce que c'est une nouvelle exploration? Ben oui, on s'en est vraiment rendu compte. Qu'est-ce que c'est qu'une exploration? C'est finalement chercher dans le futur ou dans le présent quelque chose qu'on ne connaît pas encore et essayer de trouver la route, c'était le thème de l'année dernière, trajectoire, pour y arriver. Je ne suis pas sûre que nous ayons trouvé, et le début de la semaine, ou même la semaine dernière, même si en Charente-Maritime nous sommes encore préservés, je ne suis pas sûre qu'on y arrive. En revanche, ce qui est certain, c'est que le soin, le care, d'ailleurs nous aurons tout un plateau sur ce concept, soigner, est devenu quelque chose d'essentiel dans nos vies, peut-être plus essentiel que nous en étions conscients. Alors, cette soirée va se passer en 3 parties. La première va commencer tout de suite avec Alain Damasio. Ensuite, j'aurai le plaisir de converser avec des écrivains. Vous savez que le thème de la soirée est vraiment l'imaginaire, est vraiment la manière dont
les artistes, les créateurs ont conçu, ont, comment dirais-je, compris, ont expliqué, ont fait rayonner, parce qu'il faut aussi faire rayonner, la période que nous avons traversée. Puis nous aurons un entracte. Alors un entracte où vous ne pourrez pas bouger, ce sont les charmes des circonstances, vous savez, ce n'est pas permis. Et ensuite nous aurons la partie musicale orchestrée, elle aussi par Alain Damasio. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne peut pas rester tout le plateau avec nous. Alors je vais l'appeler Alain. D'habitude je suis polie, j'ai été bien élevée et je me lève, mais là je ne me lève pas. Alors Alain, bonsoir. Je vais te dire ce que, dans ma génération, une femme ne disait jamais à un homme. Maintenant, je crois que ça a changé. Je t'ai beaucoup voulu. Voilà. Bon. Ça veut dire quoi? Merci. Ça veut dire que ça fait 3 ans que nous t'invitons. Il y a 2 ans, en fait, tu finissais Les Furtifs, ton grand livre. Il y a 1 an, je ne sais plus ce qui se passait, mais tu ne pouvais pas, voilà, tout simplement. J'étais déjà en tournée, mais c'était difficile. Exactement. Et cette année, tu es avec nous, et nous t'en remercions beaucoup, doublement, d'une part, parce que là, on va évoquer la Covid, et puis le confinement, et puis notre avenir ensemble. Et d'autre part, parce que tu vas présenter pour la première fois en public le spectacle, le concert que tu as conçu. Et là, nous en sommes tous à Royan et au Festival de Nouvelles Explorations extrêmement fiers. Alors, j'avais envie de, comment dirais-je, de te taquiner. Alors, je ne sais pas si on peut taquiner un auteur de science-fiction, parce qu'il peut nous répondre avec le boomerang du futur, donc déjà, ça me fait peur. Mais un jour, tu as écrit Demain commence aujourd'hui. Hein, c'était en fait un de tes essais. Voilà. Et puis, et c'est dans le programme, tu as dit, écrit dans un article, dans une interview pendant le confinement, demain était annulé jusqu'à nouvel ordre. Alors, je voudrais savoir comment un auteur de science-fiction considère que demain est aujourd'hui, mais que demain est annulé. Voilà, ça, il y a que la science-fiction qui peut répondre à ça. Et je voudrais aussi que, à ce propos, tu évoques ce que toi, tu as fait pendant le confinement, si tu en as profité pour créer. Voilà. Oui, alors ce qui est toujours intéressant, c'est que on croit que les auteurs de science-fiction sont là pour anticiper ou pour prédire l'avenir. Moi, je dis toujours, on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on part du présent. On est des gens qui sont, comme beaucoup d'artistes, des éponges ou des buvards, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est-à-dire qu'on absorbe le réel et on absorbe l'époque au maximum, et à partir de ce qu'on absorbe de ce présent, on pousse, c'est un peu ce qui va se passer ce soir, c'est un peu comme l'ingénieur du son, c'est-à-dire qu'on pousse les potards, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a certains signaux faibles qu'on va accentuer, extrapoler, intensifier, et qui vont faire que, à partir de ces signaux faibles, on va essayer d'imaginer ce que va être le futur. Mais c'est moins intéressant d'être juste ou d'être exact par rapport à cette prédiction du futur que de faire miroir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc quand on dit demain commence aujourd'hui, ça veut dire, en réalité, ce qui est intéressant, c'est de faire semblant de se projeter à 20 ans, 30 ans, 50 ans dans la prospective pour donner une sorte de reflet, un rétroéclairage sur ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Alors sur le Covid, moi ça a été... J'allais dire, vas-y, parce qu'on est vraiment friand de l'éclairage là. Ouais, sur le Covid, moi je l'ai vécu avec énormément d'intensité et de bizarrerie intérieure. C'est-à-dire que pour moi, moi je suis d'une génération, je suis d'un 69, je suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu d'événements totaux comme peuvent l'être une guerre. Moi, j'ai jamais assimilé le Covid à une guerre, mais par contre, c'était vraiment un événement que moi j'appelle totalitaire, au sens où il a touché toute la société en même temps, et il nous a impliqués tous ensemble sur un défi commun. Et ça, c'était la première fois que moi je vivais ça, donc c'était très intense. J'ai un peu fait comme tout le monde, c'est-à-dire que dans les 3 ou 4 premières semaines, je suis monté à saturation sur la lecture de l'information, des actualités, des commentaires d'experts. J'ai lu toutes les tribunes qui pouvaient sortir des philosophes, des sociologues, des psychologues, etc., jusqu'à la nausée. Jusqu'à ce que moi-même, je me dise, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment moi je le métabolise? Comment moi je l'interprète? Et j'ai fait
2 interviews en fait. Je fais un long texte sur Mediapart et un interview assez long sur ce reporter, où j'ai essayé moi d'avaler toute cette matière et de la ressortir. Et au moment où j'ai pu la ressortir, ça a commencé à aller mieux. Par contre, à titre personnel, moi je l'ai très bien vécu. Moi, voilà, j'habite Marseille, je suis au bord des Calanques et je suis pas quelqu'un de respectueux des lois. Enfin, je considère que ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Donc, je partais tous les jours 2 heures ou 3 heures dans les Calanques pour me balader au milieu de nulle part, puisqu'évidemment, il y avait absolument personne et je risquais de contaminer personne et non plus. Mais j'ai profité pour faire des randonnées tous les jours. Voilà, c'était très intense. Par contre, j'ai pas du coup écrit à part sur les aspects politiques et sociologiques, sur ma lecture du moment, quoi. Voilà. Donc je suis sorti du rôle d'écrivain pour être plus un essayiste sur cette période. Ouais. Mais quelle est ta lecture du moment ? Moi, ce qui m'a énormément frappé et qui continue à me frapper, ça a été l'espèce d'hypertrophie de la réaction. Voilà. J'ai trouvé que la réaction était à la limite de l'hystérie. Elle était extrêmement... Oui, mais ça, c'est parce que tu es un auteur de science-fiction. Ouais, mais parce donc, que... l'extraordinaire, c'est ton univers. Ouais, c'est mon univers, mais surtout, par exemple, ce matin, je regardais encore les chiffres. Voilà, ils nous disent, voilà, il y a 49 morts. Bon, ok. Moi, j'ai fait de la statistique pendant 10 ans. C'était un de mon autre métier. Donc, je suis là à me dire, bon, 660 000 morts par an. J'ai calculé, ça fait 1800 par jour. Sur ces 1800 par jour, il y en a 49 qui sont du Covid. Et alors, on nous panique en disant, attention, il y a une remontée extrêmement forte. 49 sur 1800, j'ai fait le calcul, c'est 2,7%. Donc en gros, il y a un mort sur 40 par jour qui vient du Covid. Donc quand tu relativises les choses comme ça, tu te dis mais pourquoi on est dans une intensification, une gestion de la peur, comme disait très bien Virilio, une gestion des petites terreurs quotidiennes, c'est-à-dire qu'on insiste sur des mécanismes de peur très forts, même de panique. Et je me dis, mais pourquoi aller aussi loin ? Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur notre rapport à la mort. Et je crois que moi, en tout cas, c'est ce qui m'a frappé sur le Covid, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point la mort était un refoulé majeur de nos sociétés. Voilà, on n'a plus de rapport à la mort, on n'est plus habitué à la mort, on n'est plus habitué non plus à la maladie, on enfouit tout ça dans les EHPAD, on le regarde pas. Et on l'a vu sur les EHPAD, moi, la chose qui m'a le plus choqué de tout le Covid, ça a été le fait qu'on interdise aux vivants d'aller accompagner les mourants à l'EHPAD. Moi, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que si mon père était en train de mourir du Covid ou ma mère, je peux vous dire que je saute la grille de l'EHPAD. S'il faut braquer les soignants, je les braque. Mais en tout cas, je ne laisserai pas mon père et ma mère mourir tout seuls sous respirateur sans que je les accompagne. Pour moi, anthropologiquement, c'est impossible. Voilà. Tu verras pourquoi je t'interromps. Mais là-dessus, ouais, pardon. Attends, je vais finir là-dessus, mais après. Ouais. Non, on va continuer, mais on ne peut pas vraiment dire ça parce que les interdictions, parfois on ne peut pas sauter les grilles, on en parlera malheureusement. Ouais, mais il y a quand même eu, après ils ont fait sauter cette contrainte-là, ils ont permis aux proches d'accompagner, mais qu'une société ait même pu penser qu'on puisse le faire, qu'on puisse gérer cette interdiction, ça m'a paru fou, voilà. Oui, donc je trouve que ce rapport à la mort a été vraiment révélé, et je pense, moi ça en tout cas, ça a maintenu cette idée que j'ai depuis longtemps, qu'on est une société évidemment hyper protégée, dans un confort et une sécurité maximisée, et que le moindre événement un peu perturbant fait que nos réponses immunitaires, les réponses immunitaires sociales deviennent à la limite de l'hystérie. Ouais, moi je crois ça. Je crois qu'on a été beaucoup trop loin dans la réaction. Et c'est très marrant parce qu'il y a une analogie avec le virus lui-même. Les médecins le disent eux-mêmes. La plupart des morts par Covid, ça vient d'une hypertrophie des réactions immunitaires. Voilà. C'est le fameux orage de cytokines qui se déclenche et qui fait qu'on ne meurt pas du virus lui-même, mais on meurt de la réaction de notre système immunitaire au virus. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant psychologiquement et socialement aussi. Voilà. Mais on pourrait parler de plein de choses, hein, mais... Est-ce que tu as trouvé que... Enfin, tu viens de dire que la réaction était un peu hypertrophiée. Mais est-ce que tu as trouvé par rapport à ton univers romanesque que c'était une source d'inspiration ou que c'était plutôt... finalement, un univers habituel? Non, c'était pas du tout habituel. Moi, dans mes prospectives, j'avais pas travaillé là-dessus. J'ai beaucoup travaillé sur les sociétés de contrôle. Mon premier livre est là-dessus. Et je fonctionnais sur des technologies de contrôle plutôt assez insidieuses, assez perverses. Et là, ce qui m'a frappé, c'est les gens ont accepté extrêmement facilement toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place. La peur a été généralisée extrêmement vite. Et c'est parce que, voilà, ça touche à la mort, ça touche à la maladie. Et je me dis, mais quel extraordinaire outil. Alors, moi, je ne fais pas de complotisme, mais je m'en fous et je ne crois pas du tout au complot. Mais tu te dis que pour les pouvoirs, c'est extraordinaire parce que tu as une capacité à plier une population, à la discipliner sur un ensemble de pratiques qui a été acceptée immédiatement, quasiment immédiatement.
Et moi, je vois encore aujourd'hui dans les métros, les RER... Chez nous, mais pas partout. En particulier aux États-Unis, il y a de vraies révoltes. Oui, il y a des vraies révoltes. Et puis, il y a des pays qui ont fait confiance à leur population. Nous, on est un pays, c'est-à-dire qu'en Allemagne, ils considèrent leur population comme une population adulte, et ils les traitent en adultes, ils leur font confiance. En France, on considère qu'on a une population d'enfants, et on a été traités comme des enfants. Voilà, c'est une approche de la gouvernance qui était... Ça continue d'ailleurs, parce que je vous assure que vous aurez la parole tout à l'heure, vraiment. Mais ça continue, je veux dire, parce que, en fait, même par rapport aux jeunes, je veux dire, aussitôt qu'il y a des rassemblements de jeunes, etc., il y a des condamnations. Et est-ce que tu n'as pas l'impression, est-ce que ça peut pas être d'ailleurs un sujet de roman, ça, que finalement, nous avons demain un plateau sur les solidarités. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une opposition intergénérationnelle qui est en train de se lever ? Qui est potentielle, mais moi j'ai trouvé justement que ça s'était passé de façon très, très fluide et très liée entre les générations. Il y aurait pu avoir un confinement générationnel, très clairement. Il aurait été même justifié peut-être d'un point de vue sanitaire, parce qu'on voit que les taux de contamination et les risques sont beaucoup plus forts au-delà de 50 ans, 60 ans, et puis plus on avance, plus c'est grave, alors que les jeunes ont un risque extrêmement faible. Donc on aurait pu dire, on confine. Ça n'a pas été fait, je pense que c'était bien de ne pas le faire. Moi j'ai pas senti la rupture générationnelle. J'espère qu'elle ne viendra pas. Voilà. Après, on pourrait parler de la scolarité, du collège, des primaires et du fait d'imposer à des jeunes enfants d'avoir le masque, que je trouve complètement absurde. Mais voilà, moi en tout cas, sur les petits âges, je trouve qu'on aurait dû... on devrait arrêter le délire, quoi. Voilà. C'est-à-dire que je trouve ça totalement inadmissible que ma fille qui est au collège porte le masque 7 heures par jour, doivent parler à travers le masque, puissent pas l'enlever, qu'en récré ils puissent pas l'enlever. Enfin, on est dans un monde de fous quand même. Voilà, sur des taux de mortalité qui sont quasi nuls sur les enfants. Donc c'est pas normal. Voilà, il y a quelque chose de fou quand même là-dedans. Si tu as ce regard sur la mort, c'est que tu as un regard sur la vie. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans une de tes dernières interviews, je vais lire parce que tu disais à la personne qui t'interviewait que le fil de ton œuvre et le fondement de ton œuvre était, je cite, le sentiment que nous vivons, et donc ça tu aurais eu ce sentiment très jeune, dans un monde de dévitalisation. Et j'aime beaucoup ce mot parce que je crois vraiment que l'envers de la mort c'est la vie, et que là il y a vraiment eu une réflexion quand même aujourd'hui sur le sens de la vie, la manière dont on veut la vivre à travers cette épreuve, etc. Peut-être revenir à certains fondamentaux, etc. Et puis aussi, quand même, et ça, je pense en particulier à ta réflexion dans Les Furtifs, il y a un rapport à la nature, parce que la vie, c'est la nature. Où en es-tu là-dessus ? Nous, on a comme affiche ce petit pangolin, tellement diabolique. Où en es-tu de ce rapport avec la nature ? Tu as dit un jour quelque chose qui, on en parlait tout à l'heure, m'a un peu heurté, moi qui suis vraiment une militante du XVIIIe siècle et des Lumières, on s'était séparés de la vie au moment du XVIIIe siècle parce qu'on avait conceptualisé la nature. Et conceptualiser, ça veut dire mettre à l'extérieur. Ouais, c'est un gros sujet, mais c'est sûr qu'on pourrait discuter entre moderne, lumière. Moi, simplement, essayer de le dire, c'est super difficile cette question parce qu'elle touche vraiment au cœur de mon travail depuis 30 ans. C'est-à-dire, moi, ma première intuition qui donne mon premier livre, c'est effectivement qu'on a une société, je dirais en voie de dévitalisation. Voilà. C'est-à-dire le sentiment que les logiques de confort, de sécurité, la montée de la sécurité ou de l'instinct de sécurité ou du désir de sécurité au-delà des courbes de liberté, c'est-à-dire que je pense que dans les années 70, on avait encore cette évidence que la liberté était une valeur qui devait être bien au-dessus et bien plus importante que les valeurs de sécurité. Ces courbes-là, pour moi, se sont inversées et la sécurité est devenue un horizon sociétal majeur. Et avec cette phrase qui, pour moi, est la pire phrase du monde, mais je vous dis mon point de vue, pour votre confort et votre sécurité. Et au nom, quand vous placez ces deux mots avant une phrase, ça veut dire qu'on va vous interdire quelque chose derrière. Voilà. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. Voilà, moi j'adore cette phrase. On parle pas beaucoup de Charles Péguy, et Péguy est très, très peu lu, mais il a dit quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Il a dit on a une société qui veut être tranquille d'avance.
Et il dit ce mantra-là, qui pour moi est vraiment, que je mets au fronton, si j'avais le fronton d'une maison aujourd'hui, ne pas vouloir être tranquille d'avance, quoi. Et ne pas vouloir être tranquille d'avance, ça veut dire accepter l'inconnu, ça veut dire accepter l'altérité, ça veut dire se confronter à l'étranger, se confronter à des choses que tu n'as jamais faites, ça veut dire tenter des choses, ça veut dire prendre des risques. Et moi j'aime beaucoup cette notion de nouvelles explorations, parce que c'est dire... Voilà, et c'est pour ça que ce festival, j'ai fini par y venir aussi, c'est dire la confrontation à l'inconnu, la confrontation à des choses que je ne sais pas encore faire, que je n'ai pas encore affrontées, à ce que j'appelle moi l'altérité, et la science-fiction et la vraie littérature de l'altérité, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup, c'est fondamental pour être en vie. Voilà. Et pour moi, si je regarde, je vous le fais très rapidement, mais si je regarde le développement anthropologique, si je regarde l'évolution de Sapiens, tu te rends compte que on a fini par domestiquer d'abord l'espace autour de nous, en faisant des maisons, en faisant des toits, en aménageant des espaces. On a domestiqué le végétal en créant des champs, en faisant que notre garde-manger était près de nous. On a domestiqué les animaux, etc. Donc tout ce qui était de l'altérité, qui pouvait nous perturber, nous contraindre, nous poser problème, nous faire peur, on a fini par le domestiquer. Et c'est très bien. Et dans cette domestication, enfin c'est très bien, en tout cas c'est un exploit humain. Et dans ce chemin de contrôle sur notre environnement, on a fini progressivement à arriver à un moment où on est dans un monde complètement anthropisé, complètement humanisé, humain trop humain, dans lequel on n'est plus confronté à l'inconnu, on n'est plus confronté à l'altérité, on n'est plus confronté au vivant, on s'est séparé du vivant, on n'est plus un vivant parmi les vivants, mais on considère que ce qui n'est pas humain est la nature, et la nature on le met au fond, on le met en fond d'écran dans nos ordinateurs, et c'est tout, et on est complètement coupé de cette vie-là. Or, si tu te coupes de la vie et des autres vivants, bah, c'est un peu logique que tu commences à t'effondrer un peu dans une forme de douceur, hein, de moi ce que j'appelle le technococon, c'est-à-dire une espèce de chrysalide comme ça, de fibre optique dans lequel on évolue. On a toujours le smartphone sur nous, on a toujours des écrans autour de nous, on a toujours le bulbe de la voiture, on est dans ce monde adouci, on s'accouche dans la douceur comme ça. Moi je dis le problème c'est jamais été Big Brother, mais c'est plutôt Big Mother, c'est-à-dire ce côté couvent que les technologies, que les GAFA ont mis en place autour de nous. Et du coup, oui, moi je le ressens comme une très insidieuse dévitalisation et qu'il faut contrer, quoi. Parce que cette dévitalisation, en plus, elle se traduit aussi par des écocides massifs, par le fait que le capitalisme extractiviste qui n'arrête pas de piller la planète et d'exploiter toutes les ressources existantes, considère que c'est normal de piller la planète, de piller le végétal, de piller l'animal, et pour nos besoins personnels. Donc non seulement on tue, mais aussi nous-mêmes, on finit par s'isoler, se dévitaliser. Donc c'est vrai que c'est un thème majeur dans mes bouquins, que ce soit dans Les Furtifs, dans Zone dehors. Et j'ai toute une évolution effectivement là-dessus, mais bon, je pourrais en parler des heures, on n'a pas beaucoup de temps. Non mais, je veux dire, ça nous intéresse. Donc tu ne penses pas comme Trump que ça va se refroidir ? Non, mais alors vraiment pas. Et puis alors moi je suis dans le sud-est, je peux vous dire que le réchauffement tu le sens avec une violence, une rapidité, une intensité incroyable, hein. Moi sur les 5 dernières années c'est extrêmement marquant. Moi je regardais ça de loin, hein, le réchauffement climatique, je disais ouais ils sont gentils, le GIEC et tout ça. Et puis là tu le prends mais vraiment franchement en pleine tête, il y a une évolution qui est massive. Hein, tu le prenais vraiment de très loin avec ce que tu écris? Ouais, il y a 10 ans honnêtement, pour être très honnête, je regardais ça de très loin. J'étais pas vraiment touché, et puis il a fallu que concrètement, dans mon mode de vie, dans les étés que je suis en train de vivre dans le sud-est, où les canicules sont extrêmement fréquentes, de voir mon père qui est enfermé à Vienne pendant 15 jours, 3 semaines tous les étés, parce que c'est beaucoup trop intense, de voir ça, tu fais bon, ok. Et là, mais je suis comme tout le monde, hein, il faut que... Comme quoi les plus grands écrivains sont comme saint Thomas. Ouais, et puis t'as beau faire de la science-fiction, il faut que ça t'arrive de vraiment que... Tu sais, moi je dis on fonce pas vers le mur, c'est le mur qui fonce vers nous, quoi. Tu vois, il faut que le mur il se rapproche vraiment très fort de toi pour que tu commences à... Non, mais moi j'ai réagi beaucoup trop tard aussi. Hein. Et alors, tu sais, on parle beaucoup en ce moment finalement, et le gouvernement, et je crois que tous les responsables, et puis les écologistes, enfin là au moins tout le monde est d'accord sur un fait qu'il faut revenir au local, prendre des décisions au plus près du local, etc. Alors, ici, je suis sûre qu'il y a quelques élus qui se battent avec ce qu'on appelle les SRADET, les plans climat, tous les schémas. Mais alors toi, tu nous proposes des ensembles locaux qui s'appellent les ZAG et les ZOAV. Ouais. Tu peux nous dire ce que c'est? Parce que puis je suis sûre que le maire de Royan j'essaie d'avancer concrètement préférerait au lieu de faire SRADET un ZOAV. Ouais. Alors les ZOAV c'est super parce que c'est l'acronyme de zone où apprendre à vivre ensemble, ou l'autre version c'est zone où apprivoiser le vivant ensemble. Voilà. C'est-à-dire que c'est des zones, moi je crois, c'est l'expérience aussi que j'ai vécue dans la ZAD, la fameuse ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est vraiment une expérience passionnante, en tout cas d'y aller, de passer
de passer quelques semaines là-bas, de voir comment ça marche, de voir tous les problèmes qu'il y a aussi, toutes les difficultés. Mais ce qui était très intéressant, c'est de voir un territoire dans lequel les gens réapprennent à vivre ensemble et réapprennent aussi à vivre avec le bocage, puisque là-bas c'est le bocage, c'est-à-dire qu'ils retissent tous ces liens qui avaient été perdus avec la forêt, avec les animaux, avec l'élevage, avec une agriculture qui soit paysanne, etc. Et donc, moi j'essaye de me dire, c'est peut-être le chemin, parce que on a besoin d'expériences concrètes. Voilà, il faut expérimenter. Quand on dit nouvelles explorations, il faut explorer. Et explorer, ça veut dire avoir des terrains suffisamment vastes dans lesquels, si on dit, oui, il faudrait tendre vers une autonomie énergétique, comment on met ça en place? Voilà. Si on veut tendre vers une autonomie alimentaire, ou en tout cas consommer localement l'alimentation et plus faire venir nos avocats du Pérou, c'est bien joli, tout le monde est d'accord avec ça, de ne pas dépenser du kérosène pour ça, mais comment tu fais? Voilà. Comment tu mets ça en place sur une zone? Comment tu limites justement les systèmes d'approvisionnement pour aller à 20-30 km et pas plus pour que ça marche, et comment aussi tu fonctionnes avec des systèmes de gouvernance qu'on appelle gouvernance partagée, c'est-à-dire des systèmes de fonctionnement réellement démocratiques où on ne soit pas dans la hiérarchie qu'on continue à imposer, comme on l'a vu sur le Covid, où les décisions sont prises de tout en haut et puis nous tombent dessus jusqu'en bas par une sorte de verticale absolue, alors que l'intelligence des gens, des médecins, des professeurs, des commerçants est tout à fait équivalente, même très supérieure. De tous les gens qu'on va voir pendant le festival. Ouais, exactement. Et on n'a pas besoin de cette verticalité-là. Donc oui, c'est plus de repartir sur des territoires, réinvestir les territoires, et que ces territoires soient le support d'expérimentation. Je pense que l'État, moi des fois je dis l'État, ça devrait être écrit avec un esperluette devant. Vous savez, le signe E, quoi. L'État, ça doit être une coordination, une mise en coordination de territoires d'expérimentation, qu'on permette à des territoires d'expérimenter vraiment des choses. Et l'État a beaucoup de mal avec ça. Il y a des débuts. Il y a des débuts, mais ça reste quand même... qui autorise l'expérimentation. On l'a vu sur la ZAD. La ZAD qui était... On peut penser ce qu'on veut de la ZAD. Vous n'êtes peut-être pas des radicaux de gauche, etc. Vous n'êtes peut-être pas écologistes, etc. Des radicaux de gauche. Oui, ou des gauches radicaux, on va dire, ouais. Mais la ZAD, c'est une expérimentation. Voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve ça délirant, on trouve ça génial, on trouve que le prix libre, c'est une absurdité, ou on trouve ça intéressant. Peu importe, je ne veux pas vous vendre la ZAD. Mais ce qu'on peut dire de la ZAD, c'est que c'était une expérimentation. Et c'est toujours une expérimentation. C'est intéressant. Il y a énormément d'énergie, il y a énormément de tentatives qui sont faites. Et quand on voit comment l'État a essayé de la massacrer, on a fait rentrer les blindés, moi j'ai vu les cabanes être détruites, etc. Tu te dis, mais quelle absurdité, quoi. Voilà, laissons ce territoire se déployer, laissons-le essayer de créer quelque chose de nouveau, jugeons-le au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et voyons ce que ça a apporté, voilà. Et puis c'est tout, au lieu de le défoncer, quoi. Mais tu es avant tout un écrivain, même si là tu nous offres des réflexions tout à fait engagées qui sont de toute façon dans ton œuvre. Ce qui me frappe en fait, c'est que tu tiens un discours passionné, mais finalement assez apaisé. En même temps, tu parles de la guerre des imaginaires. Alors, qu'est-ce que c'est la guerre des imaginaires? C'est l'idée que les gens vont réagir. Je prends un exemple très, très simple qui, moi, me touche beaucoup, c'est les migrants, voilà. C'est ce qu'on appelle, soi-disant, la vague migratoire, mais simplement, c'est un flux de migrants qui essayent de survivre à des conditions d'existence atroces là où ils sont. La façon dont les gens réagissent aux migrations et aux migrants dépend d'un imaginaire qu'on a préconstruit. Voilà. Cet imaginaire, il peut être extrêmement anxiogène, extrêmement angoissant. On peut dire aux gens, c'est le grand remplacement, vous allez être remplacés, attention, ils vont nous prendre tous nos emplois, ils vont nous parasiter, etc. Ou tu peux, au contraire, mettre en place des récits où tu montres tout simplement comment ça se passe réellement, comment quelqu'un qui part de l'Érythrée, qui est une quasi-dictature, traverse, je sais pas combien de pays, finit en Libye, se fait torturer, monte sur un canot pneumatique, manque de crever, récupéré par SOS Méditerranée, qui est une association que je défends, etc. Bon, c'est-à-dire que tu vas mettre en récit quelque chose qui va permettre une identification à la situation réelle des migrants. C'est-à-dire que c'est pas le baratin sur les migrants, c'est juste, voilà comment ça se passe réellement. Voilà. Et donc un imaginaire se construit, c'est-à-dire que quand tu vois un migrant, tu vas l'envisager en fonction d'un livre, d'un roman que tu as vu, d'un film que tu as vu, de choses concrètes ou d'un documentaire parfois que tu as vu, et qui va construire, qui te permet d'imaginer comment cette personne vit et pourquoi elle est là. Voilà. Et tu peux inversement, parce que tu es un homme politique d'extrême droite, par exemple, mettre en place un imaginaire ultra anxiogène sur ce. Donc c'est une guerre. C'est une guerre parce que selon l'imaginaire que tu mets en place, tu vas
faire des migrants l'incarnation du diable, ou tu vas faire des migrants une chance de métissage, une chance d'ouverture, une chance d'enrichissement, une chance de découverte de l'inconnu pour la population qu'on est. Oui, mais Donc voilà, donc il y a un vrai combat là-dessus. Et après, je te parle pas sur les technologies, parce que les technologies c'est encore pire. Les GAFA, par exemple Google, Apple, Facebook, Non, etc., mais mais en place un imaginaire très spécifique de la techno. Si je te suis, ça veut dire que les imaginaires sont orientés. Bien sûr. Alors que l'imaginaire, pour moi, c'est la zone, sa propre zone de liberté. C'est une zone de liberté extraordinaire quand moi je l'ai bâti, mais tu peux pas faire abstraction, si je te prends les furtifs, quand je bâtis une ville en 2041 où tout le monde porte une bague, que la bague est un outil de géolocalisation, d'identification permanente, qu'elle te facilite complètement la vie, mais qu'en même temps c'est un facteur d'auto-aliénation maximum, et que je monte les deux aspects, parce que c'est ça qui est intéressant, et ben tu construis un imaginaire. Tu vois ? Et cet imaginaire fait que les gens, quand va arriver les intelligences artificielles personnalisées, ce qui est en train d'arriver, hein, les Siri, les Alexia, etc., les Google Home, tous ces outils où tu parles à une IA qui te répond en langage naturel, on est en train de te faire venir ça. Moi, je suis obligé, si je bâtis ça, de me dire, est-ce que je le rends viable, est-ce que je le rends désirable, ou est-ce que je montre aussi la face noire que ça. Et ça, c'est un vrai... Et c'est pour ça que tu ne peux pas écrire sans être politisé, ou en tout cas sans avoir une vision, parce que sinon, tu vends de la technologie, tu vends un avenir en disant « Ouah, c'est génial, la bague, tu auras... » Ben non, oui, c'est génial, technologiquement, mais qu'est-ce que ça va produire psychologiquement, sociologiquement, dans nos vies, etc. Et quel type d'émancipation ça va nous permettre d'atteindre, ou quel type, au contraire, d'aliénation ça va nous... Mais toi, qui es un écrivain de science-fiction, donc d'imaginaire, est-ce que tu as l'impression que ton imaginaire à toi, il est complètement libre ? Non, absolument pas. Même si je délire beaucoup, je fais plein de nouvelles où je délire, mais sur des choses hallucinantes. Donc des fois, je me fais plaisir, des fois, je poétise au maximum, des fois, je me lâche et j'essaie d'oublier tous les enjeux sociologiques qu'il peut y avoir. Il paraît que quand tu écris, tu vois personne. Ouais. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, on est tombé sur une période comme ça. Ah ben moi, de toute façon, je m'isole complètement et je pars... Mais je garde toujours, c'est vrai, je garde toujours une dimension poétique malgré tout dans ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect politique. Là, je parle beaucoup politique, mais c'est vrai que dans mes livres, il y a tout un aspect aussi qui part sur des choses qui sont beaucoup plus douces. On le verra dans le concert tout à l'heure aussi, qui sont plus douces, qui sont vraiment, je pense, de la poésie profondément. Mais quand on attaque sur les enjeux technocritiques, et on est une société très technologique, je peux pas aborder ça de façon totalement neutre ou évaporée, ou évanescente. Il faut avoir conscience. C'est Yves Citon, un philosophe, qui le dit super bien. Il dit les imaginaires, ça pré-scénarise des types de comportements. C'est-à-dire que quand vous regardez telle série télé, vous allez avoir tendance à vous comporter comme les héros ou les héroïnes de cette série télé. Ça pré-scénarise la façon dont vous allez réagir s'il y a telle ou telle catastrophe, Et notamment tous les imaginaires de l'effondrement, on le voit dans les séries catastrophistes, etc. Soit tu pré-scénarises un imaginaire qui est celui du survivaliste qui va se démerder tout seul, lui et sa famille, soit au contraire tu crées un imaginaire où c'est les gens qui ensemble s'en sortent, tu vois. Et c'est pas du tout neutre de faire ça, et t'es bien obligé, même si t'as envie de partir et de délirer, d'être conscient de ça. Ouais. Alors tu as terminé une interview sur le Covid, puis après on va te laisser préparer le concert. Sur cette phrase qui est quand même beaucoup frappée, parce que dans ce monde effectivement anxieux, on a envie d'écrire, d'entendre des écrivains qui disent des choses comme ça. Toute crise majeure est une chance. Ouais. Alors, raconte-nous combien on a de chance là. Non, mais ça a été, il faut le dire, le Covid c'est ultra chiant, on le voit, je parle devant des gens qui ont des masques, qui m'auraient dit qu'il y a 1 an et demi que j'allais parler devant des gens qui ont des masques. C'est ultra chiant, ultra anxiogène, ultra pénible, on est tous d'accord. Et en même temps, c'est une chance extraordinaire, et ça a été une chance extraordinaire, c'est-à-dire que les 3 mois de confinement ont créé des révélations dans nos têtes, dans nos comportements, ont été déclencheurs de plein de sensations nouvelles qui sont une vraie chance. Déjà de voir, moi à Marseille, j'ai vu enfin l'eau de la mer propre, j'ai vu des dauphins, j'ai vu un ciel clair, j'ai vu un monde sans bagnoles, qu'est-ce que ça donnerait de voir une ville où il y a juste quelques bagnoles qui circulent. Donc de se dire ce qu'on appelle la décroissance, qui est un très mauvais mot, Moi je dis toujours arrêtez de mettre des devant les choses. C'est pareil, d'ailleurs tu es contre le mot effondrement. Oui, je suis contre le mot effondrement parce qu'en fait c'est pareil, ce qu'on appelle l'effondrement, c'est juste un changement de mode de vie qui va nous ouvrir plein d'autres possibilités, et peut-être qu'on va revenir à un côté plus low-tech, moins dans le confort technologique, et que ça va nous remobiliser en termes de vitalité. Donc moi je suis très confiant sur le fait que notre niveau de confort descende un petit peu. Non, je trouve que le Covid est une sacrée, excusez-moi d'être grossier, mais sacrée putain de chance, parce que enfin on voit s'ouvrir des possibilités.
Et tout le baratin qu'on nous a fait pendant des années en disant mais non, mais on peut pas, il n'y a pas d'argent gratuit, on peut pas. Bon, quand tu vois les centaines de milliards qui sortent du chapeau et cette dette, on se rend compte que si ça se trouve, elle sera strictement annulée parce que c'est la planche à billets qui tourne. On se dit mais pourquoi on l'a pas fait pour le social, pourquoi on l'a pas fait pour l'éducation, pourquoi on l'a pas fait pour la santé, pourquoi on le fait pas pour la culture. Donc là ça ouvre les portes et on se dit ok, il n'y a pas de fatalité économique, il n'y a pas de fatalité du capitalisme. Ce capitalisme n'est qu'un système historique comme tous les autres. On pourra en voir la fin, on pourra passer à autre chose et ça nous ouvre quand même quelques fenêtres dans le mur qu'on croyait, enfin dans l'horizon qu'on croyait indépassable de ce capitalisme. Donc ça a été une très belle nouvelle. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens quitter la ville. Là, j'ai pas mal de potes qui ont quitté la ville, qui partent en Bretagne notamment. Je vois beaucoup de gens qui changent de mode de vie, qui même dans leur rapport au travail, changent. Ici, on dit qu'ils partent en Charente-Maritime. Voilà. Mais c'est ça. Mais bon. Et ça, c'est chouette. Voilà. Et c'est très paradoxal parce que c'est une période super déprimante, je trouve, paradoxalement. Et pourtant, ça ouvre plein de choses. Voilà. Et les gens ont réappris à être disponibles pour leurs enfants, ont réappris à ralentir, on aurait appris, voilà, il y a plein de choses qui ont été, alors pas tout le monde, il y en a qui étaient en galère et qui bossaient comme des dingues pour faire tourner encore la machine, les 10 ou 15% qui étaient au front, mais les autres qui ont eu de la chance comme moi d'être tranquilles à la maison et de profiter de ce temps, moi ça m'a ouvert le cerveau quand même, j'ai compris des choses. Ouais. Il était déjà pas mal ouvert, donc ça tombe bien, mais dernière chose avant de te laisser, justement, tu es un écrivain et là tu passes à la création musicale. C'est imaginaire, je veux dire, c'est un autre imaginaire, c'est un besoin d'autres expressions, c'est quoi ? C'est un rapport à la voix aussi, c'est-à-dire que quand moi j'écris, j'ai une écriture qui est très physique au sens où la dimension vraiment rythmique, syntaxique et la dimension des phonèmes, c'est-à-dire vraiment un ou, un en, un i, etc. Pour moi, un i, voilà, c'est très haute fréquence, c'est comme un clou. C'est des choses que je sens très très fort physiquement. C'est pas facile pour les gens forcément de le sentir quand ils lisent. Quand tu l'oralises, quand tu passes par la voix, quand tu as une musique qui soutient, tout d'un coup tu entends tout. Tu entends tous les rythmes, tu entends toute la musique intérieure évidemment du texte, tu entends toutes les ruptures, tu entends la colère, tu entends la douceur, et tu entends surtout toute cette musique des assonances, des consonances que tu peux pas forcément voir quand tu lis. Et il y a une dimension, on parlait de vitalité, on parlait de vie, il y a une intensité sur scène que tu as, que moi j'adore, qui est que t'es comme un calligraphe, quoi. C'est-à-dire que c'est un one-shot, t'as pas de deuxième chance. C'est-à-dire que tu attaques un morceau avec ton énergie, tu te plantes, tu le dis mal, t'es pas dedans, ou parfois t'as le moment de grâce, mais t'as pas de deuxième chance. Et tu dois être là. Et tu dois être au présent, absolument au présent. Voilà. Quand tu écris, tu peux reprendre indéfiniment. Moi, je reprends souvent 3, 4, 5 fois un jet. Là, j'ai pas la possibilité de reprendre et ça me plaît beaucoup de pas avoir à reprendre. Voilà, je donne tout au moment où je le donne. Et c'est plus sur l'expérience de l'intensité, de cette vitalité que ça me plaît. Voilà. Et puis de faire entendre les mots. Voilà. Donc j'espère que vous resterez pour entendre, pour entendre ça. Eh bien, nous, on a une deuxième chance, c'est de te retrouver tout à l'heure. Merci Alain. Merci beaucoup. J'ai envie de faire, vous savez, comme le présentateur des émissions littéraires que vous regardez très certainement le jeudi, c'était Alain Damasio. Mais non, je ne vous le ferai pas. Maintenant, nous allons passer aux deux auteurs de ce livre. Il va m'apprendre notre ami Bita Ochen a très bien prononcé, qui s'appelle Wuhan Confidentiel. Il l'a écrit avec Stéphanie Thomas, ils l'ont écrit tous les deux. Est-ce qu'ils peuvent me rejoindre ? Parce que je ne vous cacherai pas que je ne vois pas grand-chose, moi, avec les projecteurs, mais ils sont là. Voilà. Alors, merci tous les deux d'être là. Vous êtes des écrivains, ça se voit tout de suite quand on vous voit arriver, extrêmement chevronnés, hein, je veux dire, longue carrière littéraire devant vous, etc., derrière vous et tout. Et là, ça marche ça ? Ouais, ça marche. Vous m'entendez bien ? Oh, cool. Et moi super. Aussi ? Voilà. Alors, merci d'être avec nous.
En fait, vous allez nous raconter l'histoire de ce livre, hein, qui, je vais peut-être donner d'abord la parole à Stéphanie, en fait, et je vais lui demander, Stéphanie, comment vous avez fait? Parce qu'il faut qu'on vous fasse une confidence, enfin ils vont vous la faire. Ils ont écrit un livre ensemble, mais ils se connaissent depuis midi. Ils se sont rencontrés à la gare pour venir nous voir. Donc merci à vous tous, vous nous avez fait connaître 2 personnes. C'est grâce à vous qui ont fait un livre ensemble. Finalement. Voilà, ça c'est quand même le miracle de notre société actuelle. Alors je sais bien qu'il faut être contre la technique, n'est-ce pas Alain? Mais enfin c'est quand même pas mal. Alors je voudrais juste savoir comment c'est possible. Comment on a commencé ce voilà, ce comment livre. vous vous êtes trouvés, comment vous avez eu l'idée, etc. Alors tout vient de notre éditrice. Vous ne m'entendez pas? C'est bien ce que je dis. Pourquoi il ne marche pas ça? Tenez. Non, il ne faut pas se passer les micros. Voilà. Ah bah oui, je savais. Moi, j'ai des consignes. Si on pouvait venir nous aider, ce serait génial. Mais ça va là, comme ça? Et là? Non, pas du tout. Je peux parler très fort, si vous voulez. Bon. Ok. Bon, alors, pardonnez-moi. Donc, tout ça vient de notre éditrice de chez Flammarion, qui depuis quelque temps, en tout cas, la façon dont ça s'est passé pour moi, elle voulait écrire un livre, plusieurs fois, elle m'avait contacté pour faire des livres, j'ai un peu minaudé. Parce qu'en fait, Stéphanie, Ah bah oui, mais du coup, ah bah oui. Du coup, tu es en fait, tu as fait des documentaires à France Culture, etc. Alors moi, je travaille à Radio France, à France Culture. C'est pour ça que tenir le micro et vous le tendre, c'est vraiment pas un problème. On va inverser les c'est ça. Alors, j'ai fait un livre avec chaîne. Et je fais des documentaires pour Arte ou France Télé, plutôt des documentaires de société ou un documentaire sur le Brexit. Et bon, bref. Et là, jamais de ma vie j'ai écrit un bouquin. En réalité, j'en avais une trouille bleue. Et quand on m'a proposé 2 fois d'écrire un livre, j'ai minaudé. La 3e fois, on était en plein confinement. C'est l'éditrice de chez Flammarion, Véronique Debure, qui m'a contactée en me disant... Écoute, voilà, est-ce que tu as envie d'écrire un livre sur le confinement en Chine avec Bingtao Chen, que je ne connaissais pas, et tu as 10 jours pour le faire. J'ai raccroché, j'ai dit attends, je vais réfléchir 2 minutes. J'ai raccroché, je me suis dit bon, là, je suis comme tout le monde, j'ai fini mon ménage, j'ai fait du pain raté, j'ai fait plein de choses, j'ai surveillé les devoirs de ma fille. Bon, j'ai plus que mon canapé, j'ai rien d'autre à faire. Je rappelle, je fais ok, d'accord, très bien, dans 10 jours. Et puis c'est comme ça en fait que j'ai rencontré Bingtao grâce à la technologie, voilà, FaceTime et compagnie. Et on a passé des heures et des heures et des heures à se parler, à se raconter. J'ai l'impression de le connaître par cœur. Je connais tout le monde, sa famille, ses cousins, sa sœur, son père, sa vie, son quartier. Et comment raconter l'histoire d'un confinement et que ce soit riche et sympa et intéressant, surtout sympa non, mais intéressant. Et un livre qui se passe finalement entre un salon, un canapé, une cuisine dans un pays que je connais absolument pas, une culture que je connais pas du tout, la Chine. Et en fait, Bingtao m'a appris tout ce que je sais en fait. Voilà. Et à toi maintenant. Alors. C'est pas facile. Je vous assure, si on pouvait voilà, ce serait génial. Merci beaucoup. Si on pouvait nous donner un micro. Voilà. Non, mais même quand on lui parle, lui il ne parle pas. Donc, avant de passer la parole à Bingtao, je voudrais quand même remettre un petit peu en perspective notre entretien parce que vous avez vu dans le programme, nous avons quelques citations d'écrivains étrangers, etc. Ce qui nous a beaucoup frappé en préparant cette soirée, c'est qu'il y a des écrivains dans le monde entier, en fait, qui ont vécu l'expérience ou de la non-écriture, comme Alain, tout à l'heure, il disait « Moi, je n'ai pas écrit à ce moment-là ». D'autres, vous allez voir, n'ont pas écrit, et d'autres ont au contraire écrit. Et je voudrais vous faire entendre
avant de... Je pense que je vais te tutoyer, parce que voilà, tu es beaucoup plus vieux que moi, d'accord, mais tu vas me l'autoriser, voilà, c'est ça. Donc, il y a d'autres écrivains, une qu'on va entendre en Amérique du Sud, qu'on a interrogée et qui nous explique, je veux dire, elle, ce qu'elle a fait pendant ce confinement comme écrivain. Hi. Thank you so much for inviting me to participate in your festival. It means so much to me that something I wrote in South Africa made its way all the way to France, leading to this invitation to contribute to your festival. Writing in the time of COVID-19 was actually therapeutic for me. It was necessary, and it was also an obligation, that I think that the responsibility of a writer is to capture the times, it's to almost be an archive of what's happening. And it can be difficult because you are grappling with the day-to-day realities of a pandemic that you have no experience of. You're trying to reorganize your life, find some kind of routine. At the same time, you are trying to access your creativity. And accessing your creativity is also necessary because you want to be able to survive and to thrive. And I can only do that when I'm able to express myself. I don't know if it's fortunate or unfortunate, but I got a book deal late last year, and I was asked to write my first book with a deadline for June. And I started my book at the beginning of the year rather slowly. And then by March, April, we were under lockdown. And I realized that I didn't have time to waste, because my deadline didn't shift. There were no sympathies because of a pandemic. I had to write. And in some ways, that was good in that it made me very disciplined. It also meant that I couldn't feel sorry for myself because I had work to do. And also, I found that living in a pandemic really changed the nature of my book. I had to approach it in a certain way because I was different and the world was different, and I had to make something relevant for a changing world while being true to myself. So I think that it is quite something that my first book was written in a historic time, and I hope it becomes a capsule of 2020 and what it meant to be a writer in 2020, and producing a body of work that I can be proud of, knowing that I wrote it in a very stressful time, and knowing that I made a commitment regardless of a pandemic to do this. And for me, it reminds me of my hero. I know it sounds cliched, but Nelson Mandela is my hero. And when he was in prison, he kept a diary every day. And that diary became a basis of his famed autobiography, Long Walk to Freedom. And for me, it's kind of like being in a situation where you are imprisoned for life and still finding the reason to write. And also, I'm sure it became more urgent to write because you have to bear witness to your own life, that I was here, that I experienced this, and I'm going to let the world know and document my life. So for me, that's what writing is. It's a way of capturing one's presence in the world, saying that I lived through this, that I had a perspective on this, and that I found some kind of freedom in being able to write what I like, as Steve Biko says, that there's so many things about COVID that controlled my life, where I could go, what time I could go, what things I could do. But the one thing it couldn't control is me writing and expressing myself. So I found some kind of autonomy and freedom in that. So I hope that what I did produce during this time is timeless. And I hope that it lets people know in the future, when they live through something even worse than this or live through a pandemic, that they know that there's a responsibility to capture the moment. So thank you so much for inviting me to give my comments on what it's like to write during a pandemic. I hope that was useful. Bye. Bye.
C'est un très beau témoignage et moi je retiens cette expression encapsulé 2020. Hein, c'est un peu ce que vous avez fait. Alors, en fait, Bintao, vous avez vécu pratiquement 6 mois de confinement. C'est ça. Bon, c'est ça, c'est quand même une expérience. Alors en fait, dans votre livre, lundi 24 février, c'est la catastrophe. L'ordinateur de mes parents est en train de rendre l'âme. Mon seul lien avec le monde extérieur, avec mes cousins, l'objet de toutes mes évasions, mon jouet préféré ne s'allume plus. L'écran est bleu. Je vis cet événement comme un abandon. J'appelle mon cousin Chauch. Alors ça, je ne sais pas très bien prononcer. Pendant que je discute avec lui au téléphone, il m'informe qu'il vient de recevoir une notification sur WeChat disant que toutes les personnes coincées à Wuhan peuvent désormais regagner leur lieu de résidence officiel, c'est-à-dire pour vous la France. J'exulte, je raccroche et vais prévenir mes parents. 3 heures plus tard, une nouvelle notification annule et remplace la précédente. Personne ne sort de la province de Hubei jusqu'à nouvel ordre. C'est la douche écossaise. Alors ça, c'est le 24 février. Et puis, entre-temps, vous allez nous raconter ce qui se passe. Et puis, à un moment donné, vous avez le droit de revenir en France. De sortir. Et ça, c'est, si je ne m'abuse, le 15 mars ou quelque chose comme ça. C'est ça. Hein, ouais. Voilà. À la sortie de l'avion, là où je m'attendais à un comité d'accueil en combinaison de protection, brandissant des pistolets thermiques, il n'y a personne. Tout a l'air normal, comme avant le virus. Un peu perplexe, je me dirige vers la douane. Je suis presque seule. La plupart des autres passagers doivent être européens. Je ne croise personne, pas même un employé de ménage. Arrivé à la douane, je me retrouve avec du monde, des gens en provenance d'autres destinations, une centaine de personnes. Dans la file d'attente, il n'y a pratiquement que les Asiatiques qui portent le masque. Je passe la douane rapidement, pas de contrôle particulier, etc., etc. Toujours aucun contrôle de température, page 133. En fait, la France est annoncée confinée depuis 4 jours, mais ici, tout est comme avant. Alors, racontez-nous comment c'est en Chine et racontez-nous l'effet que vous a fait le confinement à Paris. C'est vrai qu'en Chine, début de l'histoire, je suis rentré en Chine comme d'habitude, donc pour les Nouvel An chinois, donc c'est une fête c'est la plus grosse fête en Chine, donc un peu comme Noël en France, donc c'est vraiment un moment de familial et tout ça. Donc je suis rentré et que 2 jours après, je me suis retombé sur ces pandémies, donc confiné chez mes parents. Donc au tout début, donc je croyais que peut-être ça va pas durer trop longtemps, parce que officiellement ils ont annoncé confinement 2 semaines. Donc comme en France le début qu'on a annoncé confinement 2 semaines, mais donc je me suis dit une telle grande ville comme Wuhan confinée pendant 2 semaines, c'est déjà quelque chose, c'est du jamais eu, donc ça va pas durer trop longtemps, donc j'étais pas du tout inquiété pour le revenir en France, mais avec le temps qui passe, donc 2 semaines devient finalement 2 mois. Et avec aussi on va dire progressivement endurcir sur le côté les mesures. Au tout début, compter vraiment, c'est juste porter le masque, on va encore aller chercher des choses à manger, et finalement, donc il y a des contrôles dans l'entrée du résidence, c'est-à-dire que chaque fois qu'on rentre et sort, et il faut mesurer les températures. Quelqu'un qui a une température plus supérieure que 37,2 dans ma mémoire, il faut aller à l'hôpital tout de suite pour être confiné, et tous les gens qui sont déjà contactés, c'est aussi être confinés. Donc à la fin, sur vraiment vers, je pense que si je ne me trompe pas, c'était vers fin février, donc c'est plus de sortie du tout. Donc livraison des courses livrées jusqu'à la domicile, et qu'on est juste descendre de l'appartement et aller chercher à la rentrée du résidence.
Et je me souviens très bien, c'est la première fois que j'ai reçu mes courses, que j'ai commandées. Il neigeait beaucoup. Et j'ai attendu 2 mois, donc vers le mars, donc rien n'a changé. Donc tous les temps que j'ai passé, c'était jouer au PC de jeux vidéo, regarder les télés. J'ai aussi pris l'ordinateur remarchait alors? Pardon? Votre ordinateur remarchait? Finalement, vu que je suis vraiment dans le domaine de l'informatique, donc j'ai réussi à faire marcher heureusement mon ordi pour que je puisse encore bosser et aussi jouer dessus. Et à la fin de mars, donc moi j'ai quasi passé mon temps, c'est vraiment comme disaient plein de gens, je passe mon temps de salon à la chambre, à la cuisine. Et le seul sortie que j'ai fait, c'était descendre de l'appartement, de faire un petit tour dans le cours du résidence. Donc je pense que c'était pas très grand, une espèce de peut-être 500 mètres carrés, donc pas plus que ça. Et donc j'ai eu un arbre en hiver, il n'y a pas de feuilles, rien du tout. Et le moment où j'étais fin de mars, j'étais sous ces arbres-là, il y a des fleurs. Donc je me suis dit, le temps a passé tellement vite. Et finalement, la bonne nouvelle que j'ai eue, donc vers 15 mars, c'est que on est finalement autorisé à sortir du Provence. Bien sûr, avec plein de mesures en accompagnant, donc le QR code vert. Oui, c'est ça. Tu racontes qu'il y a le vert, tu n'avais pas le rouge, tu avais le jaune, c'était pas celui de la province. Enfin, c'est un peu comme le feu rouge. Donc, si on était déjà testé positif sur le Covid, donc l'application qui vont attribuer une couleur rouge. Si toi, tu étais contacté par quelqu'un qui est testé positif, tu es attribué en couleur orange, jaune. Je sais toujours pas la différence des deux. Quand vous écoutez tous les deux Alain Damasio dire les dangers de cette civilisation hyper technicienne, etc. Vous, je ne pense pas vexer Alain en disant que vous êtes plus jeune que lui. Est-ce que vous considérez ça finalement comme une contrainte, ou bien vous avez considéré que c'était une chance, une aide à sortir de la situation, cette omniprésence de la technique? Moi, je possède dans l'informatique, donc je suis consultant en informatique, donc j'ai une vision sur le côté technologique un peu peut-être, très neutre personnellement, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé dans le milieu, j'ai essayé de chercher tout ce qui peut apporter par la technologie qui est pour nous, c'est-à-dire de nous aider. La technologie pour moi elle est neutre. Donc c'est vraiment les usages de côté humain, comment on utilise, ça change la conséquence de cette technologie. Et pour moi, c'est pas vraiment la faute de technologie, parce que la machine, si on revient sur un peu plus loin dans l'histoire, donc la révolution sur le côté machine, donc on a inventé la machine à vapeur et tout ça, donc c'est vraiment ça nous a bien changé la vie, et que je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire pour la humanité, mais c'est juste après comment humain on doit l'utiliser, à quelle façon d'utiliser, à quelle politique, entre guillemets, de l'utiliser, ça a changé les choses. Et Stéphanie, comment elle réagit à ça? Je partage un petit peu ce que dit Bingtao. En revanche, là, pour l'écriture de ce livre, la technologie nous a bien aidés quand même. Mais bon, oui, parce qu'en fait, il n'y aurait pas de livre sans ça, il faut bien le dire. On ne pouvait pas se déplacer, on pouvait pas faire. Voilà. Et alors, sur ce, vous êtes autorisé, vous passez les feux rouges, si j'ose dire, de chinois, vous arrivez et hop, vous êtes reconfiné. C'est ça. Voilà. Deuxième fois, donc... Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre d'être confiné en Chine ou confiné en France? Il y a vraiment une la différence est énorme. Donc, alors, allez, racontez-nous.
j'ai un peu caricaturisé un peu c'est le confinement en Chine. On trouve que c'est une version très stricte et la version française c'est à la cool. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça, c'est vrai que c'est extraordinaire parce que le confinement à la cool, ça je connaissais pas. Et je pense que je vais retenir. C'est ça. Mais raconte, tous les matins, il y avait quand même une voisine qui venait sonner chez toi pour te prendre de force, entre guillemets, la température. Et elle faisait ça pour tout l'immeuble et tous les jours à 9h du mat. En France ou en Chine? Non, en Chine. Ouais, c'est ça. En Chine, on a quelqu'un qui est de la comité, enfin comment dire ça, le comité du parti, qui est, mais en fait c'est un organisme qui existe toujours. Hein. Donc c'est un peu différent l'organisation que la France. C'est que ces gens-là on va dire que c'est un peu différent. Parce que ce sont des gens qui nous aident sur toutes les côtés, enfin toutes les demandes administratives. Par exemple, si j'ai perdu mon pièce d'identité, c'est à eux qu'on va adresser à la demande de redemander une pièce d'identité. Donc pour nous, c'est assez normal de voir ces genre de personnes. Et du coup, le moment qui est venu, ils nous disent que là, bien sûr, je vais encore utiliser la phrase de Alain tout à l'heure, c'est-à-dire pour votre santé, pour la santé de tous, donc votre confort, on doit vous mesurer les températures tous les jours et pour essayer de, s'il y a quelqu'un qui a une température qui est supérieure à 37,2, on doit appeler une ambulance. Voilà. Et sa famille aussi. Dans un autre hôpital. Ouais. Et alors le confinement à la cool, c'est comment? Donc le confinement à la cool, en France, c'est que le moment que je suis venu, je me souviens très bien que y a mes amis qui m'ont dit que faut que tu remplisses une autorisation, le dérogation, les déplacements dans la dérogation. Donc je me suis dit oui, c'est quelque chose qui est assez sérieux et tout, donc il faut vraiment que je l'imprimer 20 exemplaires chez moi, et parce que chaque fois que j'en sors, j'en ai besoin. Et déjà, j'ai posé la question, si quelqu'un qui n'a pas d'imprimante, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut écrire à la mano et tu vas le réutiliser. C'est un moment que je n'ai pas trop compris, parce que la première fois que j'ai utilisé une feuille, je me suis dit, je ne voulais pas gaspiller une feuille, donc je vais écrire avec une crayon. Mais ils me disent, non, crayon, c'est pas l'autorisé, donc on ne peut pas. Alors, en regardant toutes l'option qu'on peut cocher. En fait, la différence de génération, c'est qu'ils trouvent absolument neutre la technique, mais qu'utiliser une feuille, ils trouvent que c'est gâcher les arbres. Si on utilise une application qui a quasi les mêmes utilisations et que pas besoin d'utiliser une feuille. Oui. Ensuite, quand même, on a eu des autorisations sur des applications, très vite en fait, au bout de 15 jours, si je ne m'abuse. Donc ça pouvait être vérifié. Stop Covid, vous parlez ? Non. Les autorisations, on pouvait les imprimer sur nos portables, etc. Ouais. C'était un tout petit peu moins cool. Oui, c'est... Non mais... Mingtao, dis aux gens que tu n'es vraiment pas sorti de chez toi pratiquement quand tu étais à Paris, parce que tu étais un peu... Ouais, c'est vrai que j'ai gardé quasi la même, vie qu'en Chine. Ouais. Mais c'est juste en regardant vraiment l'option, quand on dit qu'on peut sortir, se balader ou faire du jogging, donc je me suis dit, il y a quoi qui rentre pas. Une heure quand même, voilà. Une heure et à 1 kilomètre de circonférence, de distance. Ouais. Non, j'essaye non pas du tout que j'ai le fantasme du caractère strict de la Chine, croyez-moi, mais on était quand même relativement sérieux. Oui. Oui. Voilà. Et alors, Stéphanie... Peut-être comparé avec l'Italie. Non, c'est rien. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, bon. Justement, on a des phrases de Baricode, je veux dire, dans notre programme tout à fait intéressantes là-dessus. Alors, juste racontez-nous quand même, tu tutoyais aussi, tu lui téléphones, tu lui dis, voilà, on fait un livre ensemble.
Alors racontez-nous un peu quand même, je veux dire, alors des heures certes, mais ça veut dire que vous avez écrit ça à partir de quand vous l'avez écrit? En 10 jours, tu dis? Stéphanie, on a commencé, alors je sais plus, moi j'ai perdu la notion du temps depuis le mois de mars. Si, on a commencé assez rapidement quand tu es rentrée, on va dire fin mars. Mais on a quand même passé beaucoup de temps à t'expliquer en fait c'est quoi la culture chinoise pour vraiment ce côté-là, pour se mettre dans Je connais pas la Chine et j'avais plein de questions à lui poser, plein d'idées préconçues, pas beaucoup de connaissances sur Wuhan, j'ai dû regarder où ça se trouvait. Et puis donc j'avais toutes ces questions à lui poser sur la culture chinoise. Donc déjà, il y avait tout ce pan que je devais combler. Ensuite, il a fallu que je comprenne les relations familiales, qui était qui, comment ça fonctionne, le respect, mais, le rapport avec tes parents, c'est ça. Les choses qu'on se dit, les choses qu'on se dit pas, parce que c'est pas du tout pareil dans ta famille que dans la mienne. Voilà, donc il a fallu comprendre tout ça. Et puis ensuite, on a commencé on a fait des sessions de travail où Bingtao revenait au jour le jour comme un journal sur les moments essentiels. Mais alors, du coup, quand vous avez commencé, vous reveniez en arrière, puisqu'il y avait la partie Chine qui était terminée. Et puis, je suppose qu'en France, en revanche, c'était un peu au jour le jour. Et si tu me le permets, mais tu m'y as autorisé. Oui. Stéphanie, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté Alain tout à l'heure. Ah oui, tu as vécu en même temps un drame, je veux dire, c'est-à-dire tu as perdu ton père pendant la pandémie et du Covid, sans le voir. Voilà. Oui, voilà. Et j'imagine ce que doit être ce moment extrêmement douloureux et cette écriture en même temps. À la fois peut-être une espèce de... Comment je ne sais pas. Comme il était loin, mon père s'est retrouvé avec le contaminé par le Covid au tout début du confinement en Belgique, parce que mes parents vivent en Belgique. Donc mon père a fait les choses bien. Le 16 mars, hop, il était à l'hôpital, confiné avec le Covid. Et puis nous, ça nous semblait encore un peu lointain, tout ça. Moi, j'étais à Paris. Mes parents, ma famille, ma mère aussi, il a eu le Covid. Et ils étaient en Belgique. Voilà, les jours se passent, on suit l'évolution du Covid, il y a des hauts, des bas, on flippe un peu, on se dit qu'on va devoir commencer à préparer les obsèques, et puis finalement non, tout va bien, il s'en sort, on achète le champagne, super. Et puis moi pendant ce temps-là j'écris, mais comme il est loin, je le vois pas, on se parle au téléphone comme on peut. Et puis, une fois que j'ai mis le point final de ce livre, que j'ai quand même eu le temps de lui dire que j'écrivais ce livre, il trouvait ça très intéressant, avec Bingtao, et nous on attendait qu'il ressorte de l'hôpital, et puis il a fait une tempête de globules blancs, et en 24 heures c'était fini. Et moi j'ai sauté dans un train, j'ai fait Paris-Bruxelles. Déjà à la douane, j'ai dit écoutez, je suis désolée, il faut que j'y aille. Il n'y avait pas de train, il n'y avait qu'un Thalys par jour. Et encore, on était contents quand il roulait. Et là, le douanier me dit vous pensez qu'on ne l'a pas déjà faite, ça, l'histoire du père qui est mort? Attendez, trouvez-moi autre chose. Donc il a fallu que je me dépêche pour trouver une attestation de décès. Et puis voilà, c'était très violent cette fin de vie, parce qu'on n'a pas pu le voir, il n'a pas pu nous voir. Pour moi, c'est irréel encore, ce décès. Voilà, moi, cette histoire, quand on a découvert votre livre, nous a beaucoup émus, à la fois par la force du lien, ce lien qui... c'est assez magique. Vous voyez, pour la première fois, vous avez écrit un livre ensemble sur 2 expériences dans 2 continents. Vous parlez des décès, etc., et vous en vivez un. Et je trouve que cette histoire est d'une densité humaine assez bouleversante. Voilà, je voulais vraiment le dire. Par ailleurs, aujourd'hui, en Chine, j'ai vu qu'une ville venait d'être reconfinée, en l'occurrence. Alors, aussitôt qu'il y a un petit soupçon, immédiatement, la ville entière est reconfinée. C'est bien ça? Ouais, j'ai eu sur le news aussi, c'est bien ça. Donc c'est une petite ville, presque à la frontière de Birmanie. Dans la province du Yunnan. Donc voilà. Ouais. Apparemment, j'ai vu qu'ils ont aussi une planning de tester l'ensemble de population de cette ville.
Et comment, qu'est-ce que tu as comme impression de l'effet que cette affaire de la Covid a fait en Chine? Je veux dire, est-ce que les gens ont trouvé le confinement et les mesures effectivement très strictes normales parce qu'ils sont effectivement beaucoup plus habitués que dans nos pays à obéir à des consignes du gouvernement, etc. Est-ce que ça a provoqué des réflexions comme chez nous, le monde d'après, ce qui va être meilleur ou pas? Est-ce qu'il y a ce type de sentiment? Est-ce qu'il y a eu aussi, tel qu'on va en parler demain, des solidarités spontanées ou pas? Je pense qu'en fait, il y a quand même les deux, mais d'après moi, en fait, il y a quand même une grosse partie qui suivit des ordres de gouvernement parce qu'en fait, c'est vraiment une question. Enfin, c'est vraiment c'est une base de culture. Donc, on est 1000 ans avant les Chinois, qu'on est vraiment quand c'est vraiment le moment de Confucius et tout ça. Donc, c'est le maître qui a qui a les connaissances de tout. Donc c'est eux qui nous donnent tout. Donc en fait on a ce héritage de l'ensemble de l'histoire de la culture de la Chine qui est là on entre guillemets obéissent beaucoup plus que de réfléchir. Peut-être les gens qui réfléchissent vraiment, on va dire derrière. C'est-à-dire qu'ils ont fait la recherche et tout ça, mais ces informations, ça va quand même remonter sur le gouvernement ou sur des canaux qui est assez officiel. Et après, ça vient d'où? Est-ce que ça vaut le coup de redescendre sur l'ensemble de la population? Et ça, c'est autre chose. Donc, d'accord. Je pense qu'il y a cette différence-là. Qu'est-ce que tu as appris sur la Chine au-delà de l'expérience de Wuhan? Toi, Stéphanie? Pratiquement tout ce que j'ai pu écrire dans ce livre. Plutôt la relation familiale. Les relations familiales, les histoires du comité de quartier quand même. Ça m'a quand même impressionné de savoir qu'on débarquait chez toi pour prendre ta température. Oui, Royan Accueil, il fait pas ça. Les paniers repas aussi, parce que quand il parlait des paniers repas tout à l'heure, c'est pas comme nous, on peut cliquer Deliveroo ou toutes les applis machin. C'était des paniers qui étaient préparés à l'avance avec des repas obligatoires. Tu avais droit aux... C'était quoi? Que légumes ou viande et tu pouvais rien choisir d'autre. Je pense que ça c'est aussi lié avec une grosse nombre de population parce que dans la ville dans la province Roubaix, je pense qu'on a 13 000 oui c'est ça. 13 millions d'habitants ouais, je crois 13 millions d'habitants. Donc pour vraiment organiser, de donner à manger à tout le monde, oui, sachant c'est fromage ou dessert. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de choix parce qu'au niveau organisation, ça va être tellement compliqué. Si quelqu'un qui veut plutôt bio, qui veut plutôt, je sais pas, d'autres cas bio, mais pas sans arrêt, enfin il y a plein de trucs, ça va pas le faire. Donc on a vraiment juste le choix entre un panier légumes et viande. Donc il y a quand même les deux. Mais pardon, il y a un moment extraordinaire, quand même dans ton confinement, tu es quand même sorti et tu as fait ton petit rebelle. Tu as, d'ailleurs, je ne sais même pas encore comment tu as vraiment pu faire, c'est qu'il y a une application qui s'appelle WeChat. Il a trouvé un distributeur, un dealer de viande, on va dire, à Wuhan, qu'il a contacté en douce. Et la nuit, il est parti de chez lui. Il était tard. Il a traversé la ville d'arbre en arbre en évitant les réverbères. Il est arrivé au point de rendez-vous. Là, il y a un camion qui est arrivé. Alors, il y avait d'abord un camion de médicaments qui est arrivé, mais c'était pas le bon. Et un autre camion de viande qui est arrivé. Et en deux temps, 3 mouvements, ça y est, il y avait quoi, une dizaine de personnes, peut-être un peu plus. Une vingtaine. Ouais, une vingtaine de personnes qui attendaient leur viande de qualité avec un peu plus de variété. Variété, ouais. Et là, c'était Noël, quoi. Enfin, c'était jour de fête. Ouais, même pour moi, en fait, c'était une aventure. Donc, il fallait pas se faire attraper par les flics, sinon t'étais mal. Ouais.
C'est un coup est enfermé, ça, quand même. C'était pas On se fait mal. redresser les bretelles sérieusement. Sérieusement, hein. Sérieusement, je pense pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vraiment fait ça. Ah oui. Mais c'est juste, ils vont en Chine, en fait, entre guillemets, on te dit, en fait, pour t'inviter boire un thé à la police. En vrai, c'est qu'ils vont te vraiment ramener à la station de police, te dire que tu fais ça, c'est pas bien, parce que maintenant, au niveau loi, c'était comment, et vous n'avez pas le droit de faire ça. Et après, en fait, c'est juste rentrer. Donc, c'est plutôt une espèce de l'éducation et de apprendre, de donner, en fait, c'est quoi, en fait, l'ordre actuel par la police. Donc, c'est voilà. Merci. Vous en préparez un autre, là, un autre livre? Ensemble, je sais pas, tu as peut-être des idées. Pour l'instant, non. C'est pas prévu. En tout cas, je vais faire encore une fois comme les présentateurs d'émissions littéraires. Vous voyez, ça y est, j'ai pris le pli. Je vais vous le montrer comme ça. C'est passionnant. C'est très bien écrit. Très bien écrit. C'est totalement vivant. C'est un journal qui, à la fois, vous fait toucher, comment dirais-je, le quotidien de ce qu'on a pu vivre, mais à chaque fois, en l'ouvrant, en le sublimant, en faisant une histoire. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Beaucoup d'écrivains, d'ailleurs, ont eu cette réflexion. Il y a une écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle... attendez, on va les applaudir juste après. Qui s'appelle Cécile Gilbert et qui est malade aujourd'hui, malheureusement, et qui devait être avec nous et qui n'est pas avec nous. Et je voudrais lire, elle a écrit donc un livre qui s'appelle Roue libre, alors qui ne parle pas que de la Covid, qui parle d'un tas de choses. Mais à la fin, elle dit « Catastrophe suite sans fin, la stupéfaction, la sidération, la peur, et depuis un déluge d'opinions sur fond d'infos et de contre-infos par points de presse gouvernementaux, médias et réseaux sociaux interposés. Une crise vraiment sanitaire, économique, politique, sociale, d'anticipation et de gestion, ou bien une catastrophe, une de plus, mais qui cette fois par le nombre d'individus impactés de manière frontale dans leur individualité et leur mode de vie, révélerait enfin aux spectateurs ébahis que nous sommes ce qu'il en est de notre destin d'humain, toujours plus malmené par le ravage en cours. Ne rêvons pas trop, car ce qui frappe à travers la description répétée de cette situation censée être exceptionnelle, inédite, jamais vue, de son explication comme retour de bâton de la mondialisation et du libéralisme, bref, de ce crash test qui révélerait notre vulnérabilité et qui rappelle l'aveuglement naïf de Jean Baudrillard au moment de l'attaque du World Trade Center. Les événements ont cessé de faire grève. C'est plutôt que rien n'est moins neuf sur le fond, même si l'épisode est historique sur la forme. Et là aussi, je me permets de vous conseiller ce livre qui est tout à fait passionnant et nous souhaitons meilleure santé vraiment à Cécile et nous regrettons de ne pas l'avoir avec nous. Alors bravo, et moi j'ai envie de vous dire, écrivez un autre livre. Bravo. Merci beaucoup. Et vous restez avec moi et on va rejoindre Pierre Ducrozet, qui est un écrivain que vous connaissez. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas. Il y a beaucoup. Voilà. Bonjour, Pierre. Est-ce que Pierre m'entend ? En tout cas, il a l'air extrêmement attentif, mais je ne sais pas s'il m'entend. Il ne m'entend pas. Ah, nous ne l'entendons pas. On ne l'entend pas. On va y arriver, hein. Alors là, il est plus près, déjà. Donc, on a beaucoup d'espoir. Ah non, il repart. Alors, je sais faire ça longtemps, mais pas trop longtemps. Non, il est parti. Voilà. Bon, il va revenir. On va me dire ça, sans doute. Il va revenir.
Alors, Pierre du Creuset, vous connaissez sûrement cet écrivain. En fait, il sort un livre qui s'appelle Le Grand Vertige et qui lui parle vraiment, comment dirais-je, de cette période-là. Il y a toutes sortes de livres qui sortent sur cette période, ça on pouvait s'en douter un petit peu, mais lui, ce qu'il y a de tout à fait intéressant, et c'est pour ça que nous l'avons invité, c'est que c'est un écrivain voyageur. C'est-à-dire que lui, quand vous ouvrez sa biographie, je lui ai dit en préparant, j'allais dire cette émission, j'y crois vraiment, en préparant cette soirée, eh bien, on lit de Berlin à Paris, à Barcelone, etc. Alors c'est une des raisons, à part son talent, pour lesquelles je l'ai invité, c'est que je voudrais savoir comment on va de Paris à Berlin, à Barcelone en confinement. Donc ça, il allait nous le raconter. Mais il va nous le raconter. Moi, je suis toujours extrêmement optimiste. Mais là, il faudrait qu'on me dise, quoi, si je... Alors, comme j'ai déjà parlé avec lui, je peux vous la faire sans lui, mais ce serait vraiment dommage parce qu'il est bien meilleur que moi. Et donc, voilà, j'adorerais qu'on me dise ce qui se passe. Il y a un tas de petits bruits qui sont extrêmement prometteurs, en fait, parce que s'il n'y avait rien, s'il n'y avait absolument aucun bruit, je dirais évidemment qu'il ne se passe rien. Mais ce n'est pas le cas, il se passe quelque chose. Voilà. Ah ben voilà, Pierre, bonsoir. Bonsoir Pierre. Ah oui, il m'a dit, alors vous m'entendez, mais nous on ne vous entend pas. Mais je pense, oui, mais ça va arriver, ne vous énervez pas. J'aurais raconté plein de choses, je leur ai dit que vous alliez de Barcelone à Berlin, que vous étiez à Barcelone. Non, mais c'est pas la peine de me parler, là, j'entends rien. Complètement déformé, alors j'ai mis les écouteurs, normalement ça devrait aller. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Formidable. Alors d'abord, on vous applaudit parce qu'on vous entend. Non, mais on vous entend. Vous m'entendez? Oh non. Vous m'entendez? À moi. Non, il m'entend plus. Et moi non plus. On a un petit problème technique, vous avez remarqué? Alors, si on se met à ne parler ni l'un ni l'autre, ça c'est sûr qu'on ne va pas nous entendre. Donc, il faut continuer de parler. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose, Pierre? Non, il ne me dit rien. On a... voilà. Bon. Alors écoutez, je vais vous le raconter, j'espère. Est-ce que vous pourriez me dire en régie ce qui se... Voilà, nous dire que... Bonsoir, Juliette. D'accord, ok. Alors... Ah, c'est lui? Ah d'accord. Alors nous ça va, mais c'est lui, c'est ça en clair. Hein? Ouais, ça va. Bon, voilà. Donc il a un problème de connexion. Il est pourtant sympathique, cet écrivain. Bon, très bien. Je suis sûre que vous avez des questions à poser à nos invités, qui ont de toute façon beaucoup de choses à vous dire pendant qu'ils retrouvent, Pierre, une connexion. Alors simplement, moi je suis incapable de voir les questions si on ne me baisse pas l'éclairage, ou alors... Voilà, merveilleux, très bien. Donc, je vais juste vous demander de lever votre main si vous avez une question. Je vais l'écouter dans mon oreille et puis je vais la répéter pour que vous n'ayez pas touché le micro. Alors, monsieur Dick n'a pas forcément compris comment vous étiez connu. C'est une éditrice qui m'a contactée et qui a contacté Bing Tao
et qui nous a demandé si on avait envie, ou si moi j'avais envie de raconter son histoire, et lui me l'a raconté à moi. On s'est bien entendu. Si jamais on s'était, enfin, on aurait pu ne pas s'entendre. Hein, L'éditrice, quand même, elle connaissait un des deux. Alors oui, non, il y a eu un article, pardon, dans Les Jours, qui racontait l'histoire de Bintao. Au départ, c'est un article d'une collègue qui a raconté son histoire. Parce que quand il était en Chine, il avait été contacté par cette éditrice, c'est ça ? Après, on a vu quand même une petite, entre guillemets, interview pour voir, en fait, est-ce qu'on est tous les deux, est-ce qu'on s'accroche entre nous ? Est-ce qu'on s'entend bien ? Est-ce qu'on a des choses à se dire ? Est-ce qu'on peut rigoler ? Est-ce qu'on partage ? Voilà, donc du coup, on s'est bien entendu. Et comme je vous dis, j'ai passé une bonne partie de mon confinement à papoter avec lui. Et ça s'est bien passé. Je vous en prie. Une autre question. Dis donc. Alors, une question que je vais essayer de résumer. Comment est-ce que vous voyez la différence d'utilisation des réseaux sociaux entre la Chine et la France pendant le confinement ? Ça, c'est pour toi. Oui. Alors, utilisation de réseaux sociaux en Chine et déjà, en fait, on n'utilisait pas du tout la même réseaux sociaux. Et par exemple, en fait, les Facebook que vous avez utilisés, le Twitter que vous avez utilisé, sont tous interdits en Chine. Du coup, en Chine, on utilise un réseau social plutôt qui est un WeChat, qui est équivalent de Facebook. Enfin, équivalent plutôt, la utilisation qui est équivalent, et le Weibo qui est équivalent de Twitter. Donc les informations, en fait, c'est qu'on a aussi, je pense que j'ai envie de dire qu'on a autant s'exprimer sur les réseaux sociaux qu'en France. C'est-à-dire les gens qui s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux avec tous les contenus qu'ils veulent. Mais justement, il y a certaines choses qui est vraiment différent. La grosse différence entre les deux grosses parties, c'est qu'en France, je pense qu'il y a aucune interdiction, c'est-à-dire que même vous avez partagé quelque chose qui est très violent sur les réseaux sociaux, ça passe. Censure, tu veux dire. Voilà. Mais par contre, en Chine, il y a certains... Non, faut pas exagérer. Alors là... je savais pas, peut-être... J'ai jamais essayé en France, mais je sais pas comment c'est. Laissez-moi prendre ma casquette de juriste 2 minutes. Non, il y a quand même la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui peut être saisie quand il y a des choses qui sont en dehors des lois, c'est-à-dire trop violentes, provocantes, incitation à la violence, injures, etc. Ok, sur ce côté, en Chine, c'est que sur le côté, par exemple, tout ce qui est lié porno, c'est interdit, et tout ce qui est lié à violence, c'est pareil comme en France. Et à part ça, je vois pas autre chose. Le médecin qui a commencé à parler sur WeChat, ouais. Mais du coup, en fait, ces informations, on est quand même retrouvées dans le WeChat. C'est-à-dire aussi, c'est grâce à WeChat que tout le monde a sait que c'est médecin qui a parlé de ça. Donc peut-être c'est après coup, en fait, en nettoyant des traces sur les réseaux sociaux qu'ils ont enlevé tout ce qu'il a dit. Et je pense que... Oui, en même temps, il y a eu, d'après ce que j'ai lu, des cérémonies d'hommage dans beaucoup de lieux du pays à ce médecin. Ouais. Hein, et donc aussi une reconnaissance de sa parole vraie. Oui, en plus aussi, on a utilisé Weibo, donc équivalent de Twitter, pour justement soutenir lui. Oui, comme quoi ça secoue quand même, hein, dans un pays qui n'est quand même pas démocratique. Donc j'espère que je vais vous répondre, je vous ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Nous avons retrouvé la connexion. Et normalement, vous devriez pouvoir entendre. Alors, Pierre, on se la refait naturellement, comme si on ne s'était pas donné des signes désespérés tout à l'heure. Bonsoir, Pierre Ducrozet. Bonsoir, comment ça va ? Ça va. Bon. Alors, on est ravis de vous retrouver. Il vous réapplaudit, s'il l'avait déjà fait une fois, pour tout vous dire, pour encourager votre connexion.
Voilà, donc, alors merci d'être avec nous. Je vous ai présenté très rapidement pendant qu'on cherchait à vous joindre. Et en fait, j'ai raconté à notre public que lorsqu'on avait préparé cette soirée, je vous avais dit, mais attendez, vous vivez où? Alors, vous êtes à Barcelone, mais vous avez vécu à Paris, vous avez vécu à Berlin. Et en fait, votre littérature, et particulièrement ce que vous racontez dans votre avant-dernier livre sur la jeunesse, etc., vous êtes quand même extrêmement lié au voyage, au déplacement, etc. Alors, ce que j'avais envie de vous demander, c'est qu'est-ce que c'est que le confinement pour un grand voyageur? C'était en l'occurrence être pris dans un voyage, effectivement. On était, ma femme et moi, on voyage en Asie depuis 6 mois. On est parti du Népal et à ce moment, et on a tourné en fait autour de la tempête. On devait aller en Chine, on devait traverser la Chine en janvier-février, ce qui finalement s'est avéré être une mauvaise idée. Donc on est passé par le sud, on est passé en Indonésie et puis on était au Japon en mars. Donc voilà, on a été presque, disons, confinés là-bas, mais finalement on est resté un mois là-bas avant de rentrer dans le dernier. C'était quand ça, l'Indonésie, votre... Et là ensuite on a été confinés, bon voilà, à la campagne, à côté de la campagne lyonnaise. Donc le confinement, bah, écoutez, pour moi le confinement a été finalement une chose que d'habitude, c'est-à-dire voyager et écrire dans l'ordre. Ensuite, ça a été aussi la même chose que tout le monde, c'est-à-dire surtout de la sidération, un sentiment d'irréalité parfois, parce que autant pendant les mois du début de l'année, on est effectivement en voyage, donc proche de ce qui se passait. Ensuite, quand on est confiné, on est par définition coupé du reste du monde, tout en suivant assidûment ce qui se passe, surtout quand on était bien sûr en voyage et donc à côté de là ça a commencé et ensuite tout ça s'est déplacé. Donc des sentiments étranges. Après, un écrivain, peu importe finalement, un écrivain en confinement, c'est le problème était plutôt moi j'ai fait comme d'habitude en fait, voilà, j'ai travaillé, j'ai écrit, mais c'était disons, ce qui a été frappant, c'était les différentes différences de conditions sociales, quoi. Enfin, ce qui a été hyper puissant, quoi. Tout d'un coup, c'est-à-dire que si on habitait dans un 4 mètres, dans un 9 mètres carrés, les choses étaient bien différentes que si on était si on avait eu la chance d'avoir un petit bout de verdure ou quoi. Donc c'est ça qui a été assez puissant et mis à jour, c'était la lutte des classes, j'allais dire. Et puis après, plein de sentiments contraires quand on travaille comme on le fait, ma femme et moi, beaucoup autour de sujets environnementaux, que ce soit dans des romans, dans les fictions ou dans des documentaires, de tout d'un coup voir cette bourrasque incroyable nous porter complètement ailleurs, en même temps nous y ramener, puisqu'évidemment tout est lié, la crise, disons, bioécologique et la crise sanitaire finalement sont les mêmes, sinon c'est différentes parties d'un même puzzle. Mais voilà, de voir, comment dire, maintenant il y a un sentiment un peu de colère et d'incompréhension, de voir la facilité avec laquelle on se mobilise autour de ce sujet-là, et de voir la difficulté, les années et tous les échecs pour se mobiliser par rapport à la vague qui arrive derrière et qui est finalement presque sans commune mesure, enfin qui est immense. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se bousculent. Il y a un sentiment, je crois, tout le monde, d'épuisement, de fatigue, oui, voilà, en ce moment c'est plutôt la rage qui domine. Mais voilà, je dérive de votre question, mais voilà, pour moi ça a été à la fois
le voyage, ensuite l'écriture, et puis finir ce livre. Le Grand Vertige, pardon, le Grand Vertige, vous l'avez fini pendant le confinement. J'ai mis, il était fini le livre, mais j'ai mis la dernière correction et envoyé le. Mais justement, est-ce que voilà. Alors, au-delà des corrections, si j'ose dire, du travail de correction normal d'un écrivain, est-ce que vous l'avez corrigé à cause de la pandémie, à cause de la Covid? Alors, je vous entends un tout petit peu mal. Est-ce que vous pouvez me répéter un peu plus fort là, parce que je suis au téléphone finalement. Donc, oui, j'ai compris. J'ai compris. Oui, pour que. Est-ce que la pandémie vous a amené à infléchir un peu votre livre? En fait, mon roman est une sorte de roman d'aventure qui s'inscrit sur fond de crise climatique. Donc non, pour moi, finalement tout est lié, comme je disais. C'est le point de départ du roman, c'était notre rapport en tant qu'espèce au monde, pour aller vite, est trouble et ne fonctionne pas. Et le roman part de ça, et il y a une sorte d'armée d'explorateurs qui sont envoyés aux quatre coins du monde et qui essayent de réinventer ce rapport pour aller vite. Et voilà, et cette crise sanitaire, elle ne dit rien d'autre finalement. Alors qu'est-ce que c'est le groupe Télémac? C'est ça. Alors le groupe Télémac, c'est une bande d'explorateurs, de voyageurs, de spécialistes, de botanistes, d'aventuriers d'un nouveau genre, qui sont envoyés par une personne qui s'appelle Adam Tobias aux quatre coins du monde pour, premièrement, essayer de comprendre ce monde qu'on ne comprend pas, en fait, qu'on a cessé d'explorer sans vraiment le comprendre, et deuxièmement, de voir comment on peut agir sur lui d'une autre manière. Donc voilà, c'est cet homme qui est une sorte de grande figure de la cause écologique des 40 dernières années, va essayer, on est en 2017-2018, va essayer de, par l'intermédiaire de ces jeunes ou moins jeunes, mais qui ont tous une particularité, ou ils sont tous un peu bancals, un peu exceptionnels, va essayer de trouver la solution en fait à nos déboires. C'est une bande de Nicolas Hulot ou quoi? Non, enfin, oui, il y en a certains, mais ils sont un peu plus, je dirais un peu plus punk peut-être que Nicolas Hulot, qu'on aime beaucoup par ailleurs, hein, mais ils sont un peu plus, disons, à la marge. Il choisit expressément des gens qui sont un peu marginaux, qui vont tenter des choses différentes, parce que objectivement, on n'a pas réussi dans ces 40 dernières années. Donc il y a quelqu'un, voilà, il y a une sorte de botaniste un peu génial qui va aller en quête d'une plante miraculeuse capable d'assimiler 100% de la photosynthèse, donc ce qui serait peut-être la solution à nos problèmes. Il va envoyer ensuite quelqu'un qui photographie les bas-fonds de la planète. Il va l'envoyer photographier des sites stratégiques aux quatre coins du monde aussi. Voilà, il y a une écoféministe aussi un peu punk qui va essayer de tenter d'autres choses. Il y a quelqu'un aussi qui va rester comme moi assis devant son ordinateur et qui va voyager sur Google Maps pendant une année et essayer de voir aussi s'il peut voir quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Donc voilà, c'est comme ça que ça commence. Et puis après, ça se tisse un roman d'aventure, d'espionnage autour de ça. Eh bien, on a l'impression, Pierre, que vous avez écrit ce livre pour nous inciter encore à faire d'autres sessions du Festival des Nouvelles Explorations, parce que finalement, lier la nature et les explorations, c'est exactement ce que nous voulons faire depuis 5 ans, à partir d'ailleurs de tous les grands explorateurs du XVe siècle, hein, botanistes, etc. Et puis, dont certains étaient, comme vous avez dit très joliment, et je retiens l'expression, exceptionnels. C'était des personnalités exceptionnelles, mais aussi un peu à part, parce que, je veux dire,
pour décider d'aller traverser un océan sans savoir ce qu'il y a au bout, faut quand même être exceptionnel. Voilà. Dernière question avant de vous laisser, et d'ailleurs à tous les trois, et ça sera la conclusion de cette première partie. Allez, on va dire que vous êtes tous jeunes, d'accord ? Voilà, certains un peu plus que d'autres et tout. Et on lit beaucoup que dans les mesures de la Covid, la jeunesse s'est sacrifiée. Est-ce que vous avez cette impression, vous qui avez justement beaucoup écrit sur la jeunesse dans votre avant-dernier roman, etc., ou est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse, in petto, ou pas d'ailleurs, est en train, à partir de cette expérience, à partir de la réflexion que ce siècle va être difficile, est en train de construire un nouveau monde? Pierre, et puis après, on vous donnera la parole pour conclure. Oui, je pense que d'un côté, c'est un obstacle de plus, c'est clair, parce que là, c'est absolument terrible ce qu'ils ont à vivre et ce que nous tous avons à vivre. Donc pour eux, oui, c'est un obstacle de plus, mais j'ai entière confiance et foi dans cette génération et dans tout ce qui arrive. Voilà, on l'a vu avec le mouvement pour le climat des dernières années, qui a été quelque chose de fabuleux. Il y a une convergence des luttes à laquelle participe cette jeunesse-là, qu'elle soit féministe, qu'elle soit écologique, qu'elle soit pour les minorités, qu'elle soit à plein de niveaux politiques. Donc j'ai complètement foi. C'est un obstacle de plus, mais il en faut pour se réinventer et pour se régénérer. Donc moi j'y crois, et j'ai écrit ce roman. C'est ça le vertige ? Le grand vertige, c'est quoi ? Le grand vertige, c'est quoi ? C'est ce basculement dans un autre monde ? Oui, c'est ce qui s'ouvre sous nos pieds, et notamment sous ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais moi, je crois que c'est aussi une excitation, et c'est un défi qui va être relevé avec panache et avec... Et il y a une excitation aussi des choses passionnantes qui arrivent, en fait, c'est dans les grandes crises qu'on se réinvente. Et voilà, on y est. Merci. Toute crise, disait Alain Damasio, est une chance. Est-ce que c'est une chance pour la jeunesse ? Et ça sera la conclusion de la soirée. Alors la jeunesse, je peux pas en parler. Enfin, Stéphanie, bien sûr que si. Alors, en revanche, je peux parler de ma fille qui est adolescente. Elle a 17 ans. Elle m'a dit, maman, tu sais, le plus dur au début, c'était les 10 premiers jours où tu es face à toi-même et tu es tout seul. Et que tu n'as plus tes copains. Elle n'utilisait plus les réseaux. Enfin, il y a une espèce d'abandon, en fait, bon, en tout cas pour elle, de toutes ces connexion, comment on dit, des réseaux sociaux. Donc être face à elle-même, et puis une espèce de rebond de créativité, de prise de conscience du monde en général. Voilà, enfin, moi j'ai totalement confiance dans ce que nos jeunes nous préparent pour l'avenir, et je pense qu'il sera glorieux, j'espère, et que ça va bien se passer. Ouais, je pense que je suis d'accord aussi. C'est aussi une opportunité pour notre génération de encore découvrir quelque chose là on est déjà essayé de faire par exemple plus de télétravail. Peut-être la mode de vie ça va être peut-être impacté ou à changer. Donc c'est à nous de s'adapter. Et aussi je pense que si c'est chaque génération a son quelque chose qui est marquant dans l'histoire. Peut-être la génération pendant la guerre, donc c'est la guerre, ils vont peut-être faire la guerre. Et notre génération, c'est que là, on a vécu des crises sanitaires, et c'est marquant dans l'histoire, et que je pense que l'humanité, ça avance toujours, et je pense pas qu'on va s'arrêter sur un moment. Toute crise majeure est une chance, pour nous, une exploration. Merci. Merci à tous les trois. Merci. Nous allons quitter le plateau pour qu'il soit préparé pour le concert. Nous vous demandons de rester dans la salle. Et dans la salle, contrairement à l'habitude, mais là cette année, vous savez, tout est dans des rythmes différents. Eh bien, d'habitude, nous ouvrons avec un certain nombre de présentations de Monsieur le maire de Royan, le président de l'association. Cette soirée, eh bien là, ils vont être en entracte et on va les écouter.